Antoine Diome, forte mobilisation de la coalition Yewwi Askan Wi à la place de la Nation cet après-midi. Les leaders de Yewwi Askan Wi se sont succédés à la tribune pour dénoncer les décisions du Conseil constitutionnel et la politique du président Macky Sall. Un homme se fait lyncher au Mariste. L'individu armé aurait braqué une voiture. L'homme a été rattrapé et tabassé par une foule en furie. Les détails dans cette édition. À la une également, la grève des soignants de Thiès. L'impact se fait vraiment sentir à Mérina Dakhar. Les blouses blanches exigent la libération de leurs camarades de Tivaouane. Reportage à suivre. Et puis environnement, la journée mondiale des océans célébrée aujourd'hui à Saint-Louis. Les acteurs demandent à l'État de revoir la politique de l'octroi des licences de pêche à des bateaux étrangers pilleurs et pollueurs. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Yewwi Askan Wi récuse le ministre de l'Intérieur Antoine Diome. Grand rassemblement de la coalition cet après-midi à la place de la Nation. Les leaders qui se sont succédés à la tribune ont unanimement dénoncé la politique du pouvoir en place. En ligne avec nous, Ibrahima Kane, bonsoir. Bonsoir, Chérif Diop. Que peut-on retenir de plus des différentes déclarations des leaders ? Oui, Chérif Diop, ce qu'on peut retenir, vous venez tout juste d'évoquer la quintessence des déclarations. La coalition Yewwi Askan Wi a récusé le ministre en charge des élections, à savoir le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. Pour la coalition, le ministre de l'Intérieur n'est qu'une source d'instabilité dans ce pays parce qu'il a invalidé injustement la liste nationale des titulaires de la coalition Yewwi Askan Wi. Une forfaiture que la coalition dénonce au plus haut point. Ousmane Sonko et ses camarades se veulent clairs. Yewwi Askan Wi va participer aux élections législatives où il n'y aura pas tout simplement d'élections dans ce pays. C'est la coalition Yewwi Askan Wi donc qui l'a déclaré aujourd'hui à la place de la Nation, où on a noté une forte mobilisation, une foule acquise à la cause de la coalition Yewwi Askan Wi. Et puis, il faut dire que Chérif Diop, les déclarations également sont unanimes. La coalition Yewwi va participer de gré ou de force à ces élections. Et la coalition accuse le président Macky Sall d'être derrière les agissements de la direction générale des élections et du Conseil constitutionnel parce que tout simplement, dit la coalition, le président a peur de l'intercoalition Wallou-Sénégal et Yewwi Askan Wi car celle-ci va le pousser certainement à la cohabitation à l'Assemblée nationale. En quintessence, Chérif Diop, voilà l'économie de la rencontre qui s'est déroulée ici à la place de la Nation devant une forte mobilisation. Forte mobilisation et manifestation sous haute surveillance, Ibrahima. Les forces de l'ordre ont mis en place une disposition spéciale, disposition perceptible presque partout dans les rues de Dakar. C'est un reportage d'Aminata Maresso et Younous Diatta. Sur certains axes de la capitale sénégalaise, des forces de l'ordre et de sécurité à bord de véhicules blindés. Ce dispositif est aujourd'hui visible sur plusieurs artères et ronds-points de la capitale. Sur ces images, les environs de la RTS, protégés par des policiers. Autre endroit, presque le même décor, sauf que sur les allées centenaires menant à la place de la Nation, la police est plus présente. Les renseignements généraux se sont joints au dispositif. Une manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi encadrée par nos vaillants agents de sécurité pour éviter tout débordement. Et vous le savez, lors de la manifestation de cet après-midi, manifestation de l'opposition, une équipe de la TFM a été prise à partie. À la tribune de cette manifestation, les leaders ont dénoncé cet acte. Voici à ce propos Déthié Fall, mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi. Tout le combat, c'est avec le président Macky Sall. Nous menons un combat contre le président Macky Sall, le ministre de l'Intérieur Antoine Diome et le Conseil constitutionnel. Il ne faut pas se tromper de combat.
Ce sont eux qui sont à l'origine de cette mobilisation. Donc je voudrais rendre un vibrant hommage à la presse. Par la même occasion, je présente mes excuses à la TFM et à toute la presse. Au nom de tous les leaders de Yewwi Askan Wi, restons sur le grand combat pour le départ de Macky Sall. Toute la presse dit nous rester sur le grand combat pour le départ de Macky Sall. L'opposition qui prévoit également une tournée à l'intérieur du pays. Seulement l'étape de Matam risque d'être très désagréable pour elle. Selon Farba Ngom, la périste déclare réserver un accueil hostile aux leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Voyons tout cela avec Ali Bandelian et Lajli. C'est un Farba Ngom en verve qui faisait face à la presse pour avertir Ousmane Sonko. Après avoir annoncé sa volonté de sillonner le Fouta, la région de Matam, précisément pour démontrer la déception des populations de cette zone, considérée jusque-là comme étant le titre foncier de Macky Sall, le leader de PASTEF fait sortir les griffes du député maire des Agnam. Et quand il parle, il sera à Matam. Il va démarrer sa campagne électorale à Matam. Nous lui demandons, Ousmane Sonko, quand il sera à Matam, qu'il vient en plein jour, comment il a annoncé qu'il sera à Matam, sa démarrage de campagne à Matam, qu'il nous annoncera son jour qu'il va venir à Matam pour faire sa campagne. C'est tout. Et Matam est là, nous allons l'accueillir, il n'y a pas de souci. On ne va pas faire trop de commentaires. Face à la sérieuse menace de sanctions suite aux investitures, en plus de la guerre de positionnement entre lui et Maître Malick Sall, Farba Ngom plus que sûr de la victoire de Benno Bokk Yakaar. Parce que, voyez-vous, depuis Dekal Ngor, on a toujours gagné. Et en ce moment, qui était là? Tous les tendances, quand on parle, vont voter pour Macky Sall. Les tendances n'ont pas démarré par nous-mêmes. Même si on ne va pas travailler ensemble, nous tous nous voterons pour Benno. Et le plus important, c'est ça. Ce n'est pas un problème de trop de soutien à Farba Ngom. Vous ne m'avez pas écouté parler, attaquer quiconque personne. Ils sont libres d'aller quand même organiser leur conférence de presse et prendre leur position politique. Ça, ce n'est pas interdit par la politique. Ils ont pris leur position, on n'en peut rien. Moi, vous ne m'avez pas écouté, entendu, attaquer quiconque personne. Et vous savez très bien que j'assume ce que j'ai fait. Non. Après, moi, je ne veux pas parler maintenant. Macky Sall a déjà investi sa liste Benno Bokk Yakaar. On est à la pré-campagne des élections législatives. Je me bats pour que Macky Sall ait 95% dans le département de Matam. Le député maire des Agnam en assemblée générale de remobilisation, qui est venu offrir plus d'une vingtaine de billets pour la Mecque, s'est aussi prononcé sur la révolte des populations, rappelant la promesse du chef de l'État liée à la réalisation de la route du Dandemayo. Merci Ali. L'autre grand titre de cette édition, un homme s'est fait lyncher aujourd'hui au Mariste. L'individu aurait braqué une voiture. L'homme a été rattrapé et tabassé par une foule en furie. Il a été évacué par les secours à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. Son pronostic vital ne serait pas engagé. L'actualité, c'est aussi la grève des soignants de la région de Thiès, grève largement suivie à Mérina Dakhar, district sanitaire de Mekhe. C'est dans le département de Tivaouane. Les blouses blanches ont bien respecté le mot d'ordre de grève. Ils exigent, les médecins exigent la libération de leurs camarades de Tivaouane inculpés dans l'affaire du drame de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy. Voyez tout cela avec Cheikh Anta Diop et Céla Tire. Blanche décrète encore 3 jours de grève sur l'étendue du territoire de Tivaouane en passant par Mekhe, Mérina Dakhar. La grève est largement suivie. Ici, au niveau du poste de santé de Mérina Dakhar, toutes les salles d'observation et de consultation sont fermées. C'est bien respecté parce que hier on a tenu une réunion au niveau de la région à Thiès. Vraiment, tous les camarades ont bien suivi le mot d'ordre de grève. Le personnel étatique ainsi que le personnel communautaire. Il y a des difficultés, mais on est obligé de suivre le mot d'ordre. Nous, SUTSAS, ce qui nous intéresse, c'est qu'on libère immédiatement nos collègues de Tivaouane. Il y a une sage-femme et une infirmière qui sont sous mandat de dépôt. Ce poste de santé polarise 32 villages. Les patients venus pour des soins sont rentrés bredouilles.
Dakar aussi, c'est un très grand centre qui avait l'habitude de recevoir surtout le mercredi les enfants qui venaient pour la vaccination, les femmes qui venaient pour les consultations prénatales au poste natal. Le poste là est vacant malgré nous, mais il faut qu'on règle les problèmes. Il n'y a personne au niveau du poste. Les patients, ils sont venus nombreux ce matin, mais ils sont rentrés. Cette grève va durer 3 jours au grand dam des populations, même si le district sanitaire de Mekhe a mis en place un dispositif pour la prise en charge des urgences. Évacuation des femmes enceintes à Linguère, Touba ou Louga. Le bloc opératoire du centre de santé Elisabeth Diouf de Dara est maintenant fonctionnel. Et bonne nouvelle, les 2 interventions qui ont été faites ont toutes réussi avec brio. Voyons tout cela avec Mamadou Moustapha Ndiaye et Omar Kao. L'attente a été longue et les conséquences souvent fâcheuses. L'unique bloc opératoire a été fermé pendant 5 ans. Avec sa réhabilitation, les populations apprécient cet effort. C'est hier qu'on a eu à faire 2 interventions. L'une, c'était une HTA, l'autre, c'était une éclampsie. Donc, c'est des urgences obstétricales qu'il faut agir pour sauver la mère et l'enfant. Donc, on a eu à faire l'intervention en toute sécurité et ça a été une réussite. Faute d'un bloc opératoire fonctionnel, les malades étaient souvent évacués à Touba ou Louga. Désormais, cette situation appartient au passé. Tous nos malades étaient référés dans les autres zones, plus particulièrement l'hôpital de Linguère qui fait 45 km, Touba 65 km, mais aussi la région de Louga, donc l'hôpital de Louga qui fait 85 km, juste pour la césarienne. L'année passée, on avait même référé 351 parturientes, juste pour le bloc non fonctionnel, l'année dernière. Et cette année, juste en début d'année, la moyenne par jour d'évacuation et de presque 2 parturientes par jour. Donc pour vous dire que c'était vraiment éminent d'ouvrir cette bloc. Le centre de santé Elisabeth Diouf de Dara reçoit chaque année des milliers de patients. Son érection en hôpital de niveau 1 est devenue une priorité. Tout le monde sait que Dara aujourd'hui est peut-être très distant de Touba et la route qui nous sépare de Louga aussi est très chaotique. Et souvent, quand nous avons des cas d'évacuation, on est obligé d'aller à Touba ou bien à Louga. C'est pourquoi je crois que le vœu le plus ardent des populations de Dara, c'est que notre centre de santé soit érigé en EPS de niveau 1 pour au moins nous permettre d'avoir certaines spécialités qui ne peuvent pas avoir dans un centre de santé. Autorités sanitaires, membres du comité de développement sanitaire et population s'engagent à entretenir ce bloc opératoire pour une meilleure utilisation. Merci Mamadou. Environnement à présent avec la journée des océans célébrée aujourd'hui. À Saint-Louis, les acteurs de la pêche ont profité de cette journée pour demander à l'État demander à l'État de revoir la politique d'octroi des licences de pêche à des bateaux étrangers pilleurs et souvent pollueurs. Les pêcheurs réclament également la libération des pirogues sénégalaises arraisonnées en Mauritanie, mais aussi en Guinée. Fama Sarr, secrétaire générale adjointe du CLPA de Saint-Louis avec notre équipe dans le nord du Sénégal. À notre État de revoir ces lois, ces décrets pour voir comment faire pour que quand même ces navires étrangers aillent pêcher dans les 23 000 maïs, pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas passer une seule journée sans entendre qu'un navire étranger a basculé une petite pirogue, ce qui est déplorable. Nous demandons aussi à notre État de continuer les démarches qui ont été commencées avec nos homologues mauritaniens, avec les pirogues qui ont été débarquées dans les zones mauritaniennes, qui ont été attrapées. Nous demandons d'arraisonner. On demande que ces pirogues soient restituées à ses propriétaires. Féliciter un peu notre ministre des Pêches avec cette démarche qui a été entreprise avec nos homologues pêcheurs sénégalais qui ont été arraisonnés au niveau de Conakry, où on entend que les démarches pour que ces pêcheurs puissent avoir les licences et que ces pêcheurs aussi peuvent payer cette amende et aller dans leur domicile pour fêter la fête de la Tabaski. Litige foncier à Keur-Massar, aux parcelles Keur-Massar. Les habitants de l'unité 13 sont dans le désarroi. Selon eux, des promoteurs immobiliers procèdent à la vente de leurs terrains acquis depuis bien des années, des terrains qui ont été acquis par d'autres personnes. Les habitants sont inquiets. Ils interpellent les autorités. Leur porte-parole Meïssa Fall avec Abdoulaye Anne. Depuis un certain temps, viennent ici prendre nos parcelles, des parcelles qui n'ont pas été bâties pour le moment, mais des parcelles qui ont été légalement acquises au niveau des parcelles assainies.
SNHLM. Donc tous les acquéreurs ont acquis leurs parcelles au niveau des parcelles de la SNHLM de manière très légale. Et à notre grande surprise, des délinquants viennent nous dire que ces terres appartiennent à leurs grands-parents. Et ce qui est archi faux. Archi faux. Parce que l'État du Sénégal a exproprié les détenteurs de ces parcelles-là avant de les attribuer à la SNHLM, qui les a légalement vendus à d'honnêtes citoyens. Les vieux que vous voyez ici, c'est des citoyens qui ont acquis leur terrain à la sueur de leur front. Nous n'avons aucun problème avec ces libous. On n'a pas de litige, encore moins de problème avec eux. S'ils ont des problèmes à régler, ils n'ont qu'à régler ça avec l'État du Sénégal. Si l'État n'intervient pas, il risque d'y avoir des morts d'hommes. Parce que nous allons, quitte à y laisser notre vie. Économie à présent dans le communiqué de presse de la réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la BCEAO tenue le 1er juin 2022. Une hausse de 0,5% a été annoncée, une hausse afin de juguler l'inflation galopante dans la zone UEMOA. Ce taux avait baissé pourtant pour soutenir la relance des économies de la zone durant la crise de la pandémie Covid-19. Explication Mariem Ndiaye. La décision est tombée, la BCEAO augmente ses taux directeurs de 0,25%, une façon pour la banque de juguler l'inflation accélérée dans l'espace UEMOA. Mais quel est cet instrument utilisé pour mettre fin à cette hyperinflation? Lorsque sur le marché interbancaire, les banques ont besoin de liquidités pour se refinancer, la Banque centrale leur applique un prélèvement qu'on appelle le taux directeur. C'est une fixation, n'est-ce pas, d'un taux d'intérêt que la Banque centrale prélève sur ce qu'elle prête aux banques classiques. Ce taux directeur est généralement utilisé pour maintenir un certain équilibre dans les économies des pays concernés. La Banque centrale a pour mission de maintenir ce qu'on appelle l'inflation à son niveau optimal. Alors, pour atteindre cet objectif, c'est cet instrument, entre autres, qu'elle utilise le taux directeur pour véritablement juguler cette inflation, pour permettre à l'économie de se comporter au mieux. Cela dit, quand le taux directeur est augmenté, on note une réduction des emprunts, une baisse de la consommation et de la production. Lorsque le taux directeur est augmenté par la Banque centrale, naturellement, les acteurs économiques sont réticents à aller emprunter parce que le coût du crédit s'élève. Alors s'ils n'empruntent pas, ils vont réduire leur consommation pour leurs ménages, mais réduire la production pour les producteurs, ce qui fait que cela véritablement impacte l'économie, va ramener l'économie au niveau de sa station optimale. Ces taux avaient baissé de 0,50% durant la crise du Covid-19 afin de soutenir la relance des économies de la zone CFA de l'Afrique de l'Ouest. Merci Mariem. Et puis dans son rôle de veille et de contrôle de l'action gouvernementale, la société civile a publié un rapport sur le processus de mise en œuvre des ODD, les objectifs de développement durable, qui butent sur des écueils, notamment le problème des écueils, le problème des financements, l'absence d'appropriation par les politiques et par les communautés également. Suivant là-dessus, le président de la Commission nationale de la société civile pour le suivi de la politique économique et sociale, Ibrahim Afal, avec Bintou Sarr et Youssou Barro. Ces limites identifiées, il y a non seulement certaines questions liées en rapport avec le financement, les difficultés de mobilisation des financements, l'absence d'appropriation par les communautés politiques à qui s'adressent les politiques économiques du Sénégal et qui méconnaissent les politiques. Ça aussi, c'est une contrainte identifiée par les acteurs. Et aussi le problème de la territorialisation de ces objectifs de développement durable. On vient juste de sortir pas encore même des effets de Covid-19 et à cela s'ajoute la guerre d'Ukraine qui constitue beaucoup de menaces par rapport surtout à notre alimentation. Et c'est ce lieu même dans le cadre de nos recommandations. On a sorti beaucoup d'orientations pour que le Sénégal puisse travailler pour assurer sa souveraineté alimentaire et sa souveraineté économique. Ces orientations, c'est par rapport à l'agriculture,
à donner une meilleure place, surtout aux petits agriculteurs, les exploitations familiales. La gouvernance de la migration constitue une préoccupation majeure pour l'ensemble des acteurs concernés tels que l'État, les institutions internationales, la société civile également. Mais cette gouvernance migratoire comporte des difficultés telles que l'insuffisance des données migratoires et une pléthore d'acteurs intervenant de manière cloisonnée entraînant une incohérence dans la gouvernance des migrations. Abissar Gaye, coordinatrice du réseau Migration Développement du Congat, revient sur la migration au Sénégal avec Fatou Bintou Conté. Je pense que les données, c'est une prérogative de l'État. C'est l'État qui doit s'occuper des données. Et normalement, nous avons une agence qui s'occupe de cela. Je pense qu'ils sont en train de faire des efforts quand même. Souvent dans les rapports, on sort des éléments d'appréciation, mais ce n'est pas basé sur des données fiables. Et je pense qu'avec même le Sénégal aujourd'hui dirige le PAFOM 6, lors de la rencontre du 6e PAFOM, on avait le premier problème, c'était les données. En tout cas, c'est important de voir des données et nous avons toutes les difficultés pour le faire. De façon, le renforcement des capacités est un volet important dans ce processus. Et c'est pourquoi même dans notre plan stratégique de 5 ans jusqu'à 2024, l'axe de renforcement des capacités, mais aussi l'axe échange information et occupe une place de choix. Et puis dans l'actualité sportive éliminatoire de la CAN 2023, carton plein pour les Lions après 2 journées, des prestations plus ou moins abouties, même si quelques défaillances restent à corriger. Le point avec Cher Salibou Diarra. Après les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, le Sénégal fait 2 victoires, 4 buts inscrits, un seul encaissé. À cela s'ajoute des prestations pas loin d'être abouties. On prend la première place du groupe, on crée déjà un écart par rapport à nos adversaires. Mais sur le plan du jeu, le premier match contre le Bénin était plus abouti. Ce match contre le Rwanda était extrêmement difficile. On a vu des joueurs qui ont semblé fatigués. Il n'y avait pas beaucoup de percussions. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de but. On a revu Diao Baldé Keita qui, me semble-t-il, est à court de compétition et ça c'est largement vu. Par séquence, j'ai vu de très bonnes combinaisons. Par séquence, j'ai vu qu'on a essayé de mettre de l'intensité et tout. Pour le jeu des Lions, un problème persiste tout de même. Les attaquants de pointe sont en difficulté. Plusieurs attaquants de pointe qui se sont succédés au niveau de l'équipe nationale et à chaque fois on remarque qu'ils reçoivent très peu de ballons, on les fait jouer très peu et donc ça peut dans le haut niveau constituer un souci. Autre fait remarquable, la gestion quelque peu incompréhensible de l'effectif. C'est toujours les mêmes Lions qui jouent ou brillent. Les titulaires habituels, je pense qu'ils ont montré qu'ils avaient l'étoffe, la place de titulaire. On a vu par exemple Fodé Ballo-Touré qui n'a pas été très performant. À la limite, il a été décevant. Donc quand Salou s'est entré, il a apporté beaucoup plus. Sadio Mané, on ne dira plus qu'il a marqué des points, mais qu'il est vraiment le patron. On aurait quand même pu voir comme les NAM qui sont dans l'équipe depuis très longtemps, qui ne jouent pratiquement pas. On ne sait pas ce qu'ils valent exactement. Abdoulaye Seck et autres, les nouveaux. Maintenant, c'est au coach de décider par rapport à ce qu'il voit à l'entraînement. Avec un bilan comptable parfait, après 2 journées, le Sénégal est en bonne voie pour une qualification rapide à la CAN 2023. Il va aller défier le Mozambique au mois de septembre lors de la 3e journée du groupe L des éliminatoires. Ouais, cher, et un des grands espoirs de la tanière, Ismaïla Sarr, continue d'aligner des prestations un peu en demi-teinte. Pour le journaliste Demba Varor, l'attaquant doit se remettre en question. Ismaïla Sarr, j'aurais aimé qu'il en fasse beaucoup plus parce que ce n'est plus l'espoir à qui on aurait pu pardonner certaines erreurs. C'est un gars qui n'a pas eu une saison bonne en club, donc on aurait aimé qu'il vraiment se fasse violence dans ces 2 matchs-là. Maintenant, qu'il ne se dise pas qu'il a une place acquise.
En équipe nationale, on n'a jamais de place acquise. Il faut qu'il se remette en question. Quand il est venu à la CAN comme remplaçant, il a fait de très bonnes entrées. Vraiment, il a apporté un plus en quart de finale et en demi-finale. Il faudrait qu'il continue à se dire que moi, je suis le lieutenant de Sadio Mané. Il faut que je puisse vraiment apporter, être décisif. Il a été décisif en créant un penalty lors du premier match. Mais je pense que sur les 2 matchs, il ne doit pas se satisfaire de cela. On doit être beaucoup plus exigeant et attendre beaucoup plus de lui. Puis les prochaines journées de ces éliminatoires de la CAN 2023 poseront un problème de temps pour les équipes mondialistes. Le sélectionneur national Aliou Cissé demande d'ailleurs à la CAF de supprimer ces éliminatoires de septembre pour permettre à ces équipes de mieux se préparer. Voyons ce reportage de Mamadou Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. Les prochaines journées des éliminatoires prévues au mois de septembre posent déjà un souci pour le sélectionneur Aliou Cissé. Aliou Cissé a demandé en conférence de presse d'après-match à la Confédération africaine de football de suspendre ou de reporter les 2 prochaines journées. Au mois de septembre, je crois que Salif surtout me demande, je crois que la meilleure chose au mois de septembre pour aider les 5 pays qui se sont qualifiés à la Coupe du Monde, c'est carrément arrêter les éliminatoires de la CAN au mois de septembre. Et pouvoir donner la possibilité enfin aux pays africains de préparer cette Coupe du Monde-là. Sinon, on ne préparera jamais cette Coupe du Monde-là comme il se doit. Donc c'est à la CAF de prendre aussi ses responsabilités là-dessus. Si on va à la Coupe du Monde, c'est parce qu'on a besoin de matchs de préparation. Maintenant, si les éliminatoires de la CAN, je sais que c'est très important, mais je pense qu'on peut les décaler et de dire au mois de septembre, ces pays-là qui se sont qualifiés à la Coupe du Monde, allez trouver des sparring partners pour justement représenter votre pays, mais représenter tout le continent africain. De son côté, le président de la Fédération sénégalaise de football, par ailleurs vice-président de la CAF, espère que la Confédération africaine de football va trancher à la faveur des équipes mondialistes. Aujourd'hui, on est obligé d'utiliser ces matchs éliminatoires comme des matchs de préparation, mais on sait aussi qu'on joue contre des adversaires qui ne seront pas ceux qu'on jouera à la Coupe du Monde. C'est un vrai drame cornélien pour toutes les équipes africaines. Bon, j'espère que les autorités qui gèrent le football en tiendront compte, parce qu'il faut le dire aujourd'hui d'emblée, pour la prochaine Coupe du Monde, les équipes africaines sont lésées. Le mois de septembre prochain, le Sénégal doit disputer une double confrontation avec le Mozambique, des matchs comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Merci Mamadou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent dans un instant. La deuxième partie de Soir d'Info avec Papa Abdoulaye Der et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.